On ne peut qu'aimer le Détroit des années 50. C'était une époque où les constructeurs automobiles n'avaient pas peur d'essayer de nouvelles choses, comme cette création mélangeant deux types de véhicules. On pouvait l'apprécier soit en tant que voiture, soit en tant que pick-up. C'est un pick-up. Il appartient à la catégorie des pick-up. La partie avant, possédant tous les attributs d'une voiture normale, se voyait greffer un arrière de pick-up. Cela faisait d'elle soit une voiture très spéciale, soit un joli pick-up selon le point de vue de chacun. On les considère comme des pick-up. Qu'il soit voiture ou pick-up, le Ranchero et l'El Camino ne ressemblaient à rien d'autre sur la route et surent plaire à un grand nombre d'acheteurs de voitures américaines. Je voulais un pick-up et une voiture aussi. Et c'est ce que j'ai eu. Je me suis offert un pick-up qui roule comme une voiture. Une El Camino, c'est une sorte de pick-up de luxe pour particuliers. Je l'aime car on a l'impression d'être dans un coupé. L'autre chose que j'apprécie dans cette voiture, c'est son gros moteur. C'est la seule voiture que j'ai eue avec un gros moteur et c'est génial. Ford fut le premier constructeur à sortir ce type de véhicule avec le Ranchero en 1957 et pendant 2 ans, ce pick-up sport leur a apporté gloire et succès. Mais en 1959, Chevrolet, qui observait la popularité grandissante du Ranchero, décida de sortir son propre modèle, affublé lui aussi d'un nom à consonance mexicaine, l'El Camino. Les deux véhicules étaient très similaires et pourtant extrêmement différents sur beaucoup de points. La ligne ordinaire et simple faisait du Ranchero un petit pick-up sport. Chevrolet, au contraire, appela l'El Camino la voiture à double usage et rajouta à son nouveau modèle quelques touches de luxe empruntées à la Bel Air et à l'Impala. Apparemment, les 2 années durant lesquelles Chevrolet observa le succès du Ranchero permirent au constructeur d'améliorer la finition. Mais durant ces 2 années sans concurrence, Ford vendit près de 32 000 Ranchero et fut largement avantagé dès le départ sur ce marché. En fait, le temps que Chevy sorte 2 modèles d'El Camino sur le marché, Ford avait déjà décidé de prendre une toute autre direction avec le Ranchero en faisant de cette petite voiture pick-up une véritable compacte. Les années Falcon pour le Ranchero allaient être les plus populaires de ce petit pick-up. Et durant ces années, il fut seul sur ce marché une fois de plus. Chevrolet resta ainsi hors course pendant 3 ans, mais revint à l'attaque en 64 avec une version plus petite de l'El Camino basée sur la Chevelle. Mais ce qui se profilait déjà à l'horizon allait devenir réalité, et une réalité bien agréable. Au milieu des années 60, les muscle cars apportèrent un certain piment dans l'industrie automobile et ces petits véhicules, à usage multiple que sont les pick-up, arrivèrent au bon moment. Même si le Ranchero et l'El Camino étaient des pick-up de la lunette arrière jusqu'au pare-choc arrière, du montant de toit jusqu'à l'avant, c'étaient des voitures à part entière et pouvaient être tout aussi sportives que les nombreux muscle cars du marché. Le Ranchero est devenu une Fairlane dont la version muscle car sut obtenir ses lettres de noblesse sur la piste. La mère de l'El Camino, la Chevelle, se forgea quant à elle sa réputation à la ville. Avec la Chevelle Super Sport comme base, la 2e génération d'El Camino pouvait concurrencer n'importe quel autre muscle car sur route. À l'apogée de l'ère muscle car, le Ranchero et l'El Camino furent équipés des plus gros et des plus puissants moteurs que Ford et Chevrolet fabriquaient. Cette savante recette d'utilitaires musclés donne naissance à quelques muscle cars mémorables, ou des muscle pick-up, ou appelez ça comme vous voudrez. Le tout nouveau modèle Ford 57 stupéfia par son design. La Ford 57 possédait la ligne la plus moderne de toutes les voitures de Détroit de cette année-là et les gens se ruèrent dessus en masse. Ainsi, plus d'1,5 million de ces voitures furent vendues cette année-là. Tous les modèles de la gamme Ford furent d'ailleurs l'objet d'un lifting et cette nouvelle ligne constitua le top de l'industrie automobile. Les camions et pick-up Ford étaient les véhicules les plus chics du parc automobile, mais cela restait des chevaux de labour et non des chevaux de défilé. Mais 1957 annonçait la fin de cette gamme de poids lourds pour quelque chose de tout nouveau, le Ranchero. Tout pick-up qu'il était, le Ranchero n'en possédait pas moins des origines surprenantes. À la place d'être assemblé sur un châssis de pick-up, il fut créé à partir du break Ranch Wagon 2 portes auquel les ingénieurs supprimèrent toute la partie arrière. Cela l'abaissa de 40 cm, le rallongea de 50 et lui fit gagner pas moins d'une demi-tonne par rapport à un pick-up Ford. Le châssis de Ranch Wagon se révéla très résistant pour ce petit pick-up pouvant supporter une charge de 540 kg. Il possédait un haillon très classieux. La plateforme de 1,80 m avait un double fond et les parois étaient renforcées.
Parce que ce véhicule avait des suspensions de voiture, le Ranchero gardait une conduite plus souple et plus silencieuse que le pick-up F1000 de base, alors le poids lourd dernier cri. Voici un véhicule qui était à la fois pick-up et voiture. Les gens pouvaient le prendre pour aller en ville, pour aller à l'épicerie, enfin peu importe. Ce pick-up était idéalement adapté à ce pourquoi il avait été conçu. Et c'est pour cette raison qu'il y en a très peu aujourd'hui, car on les a utilisés jusqu'à ce qu'ils soient bons pour la casse. Même si Ford facturait le Ranchero au prix d'un vrai pick-up, tout ce qui était sur la liste d'options d'une automobile classique était disponible sur ce type de véhicule. On pouvait avoir la climatisation, les sièges réglables, la boîte de vitesse automatique et l'autoradio RDS. Le Ranchero de base se vendait 2098 $, soit 2100 €, et un Ranchero Custom, le top, coûtait lui 2149 $, soit 2250 € et sans option. Si vous jetiez votre dévolu sur un Ranchero Custom haut de gamme, vous pouviez hériter de quelques accessoires sympas tels un klaxon en couronne, de luxueuses garnitures, une moulure chromée courant le long du véhicule, et vous pouviez choisir une peinture 2 tons. De toute façon, le Ranchero était un pick-up très classe. La gamme de moteurs Ford pour le Ranchero comprenait le Mileage Maker, un moteur standard 6 cylindres de 144 chevaux et 2 V8, un 4 litres 4 de 190 chevaux et le moteur de la Thunderbird de 4 litres 8 développant 212 chevaux. Dans ce pick-up de 1600 kg, aucun de ces moteurs ne produisait une impression de grande puissance. Mais en dépit de modestes performances, 22 000 acheteurs pensèrent tout de même que le Ranchero 57 était le véhicule dont ils avaient besoin. Et lors d'un concours de style, le Ranchero Custom, avec sa peinture 2 tons et ses chromes, obtint de meilleurs résultats que le modèle Plain Jane, avec un rapport de 3 Ranchero pour un Plain Jane. En 1958, le concept de la voiture pick-up touchait à sa fin. Cette année-là, Ford redessinait à l'avant du Ranchero avec une nouvelle carrosserie inspirée de la T-Bird 58, mais par contre, l'arrière demeura inchangé. Le moteur de ce Ranchero était l'Interceptor de 5 litres 8 et développant 300 chevaux. La boîte de vitesse automatique Race-O-Matic 3 vitesses était désormais disponible en option. Une fois encore cette année-là, les Ranchero se déclinaient en 2 versions, une ordinaire et l'autre de luxe. Cette fois-ci, la version de luxe se vendit 8 fois plus que la version ordinaire. Ford réorganisa entièrement la finition du Ranchero en 59 et ainsi les 2 extrémités de ce pick-up reçurent des modifications. Même avec une augmentation du tarif de 200 $, les ventes reprirent de plus belle en passant de 9 950 unités en 1958 à 14 169 unités, ce qui était plus que convenable. Le Ranchero aurait d'ailleurs pu se vendre encore beaucoup plus s'il n'y avait eu l'arrivée sur le marché du tout nouveau Chevrolet à usage multiple. Après avoir été en dehors de la révolution pick-up sport lors des 2 premières années, Chevrolet engageait le combat avec l'El Camino et une approche un peu différente du concept initial. La ligne du modèle Chevrolet 59 fut pour le moins radicale et fut totalement novatrice dans les usines de Détroit. L'El Camino frappait un grand coup. Sur une échelle qui irait de 1 à 10, le Ranchero ferait 6 sur 10 et l'El Camino 11 sur 10. Les flancs sculptés, le look vaisseau spatial de la façade avant et ses incroyables ailerons faisaient de ce véhicule une attraction irrésistible que l'on ne pouvait s'empêcher d'admirer sur la route ou sur un parking. Même le pare-brise panoramique accentuait cette ligne longue et basse et donnait à la ligne du toit un style d'Impala rebelle. Alors que le Ranchero était plus axé dans la catégorie poids lourd de la gamme Ford, l'El Camino tendait plus vers la voiture et ce fut à la fois bien et mal. L'El Camino utilisait l'embase du Brookwood, un break de porte, et possédait un empattement de 3 mètres, soit 2,5 cm plus long que le Ranchero, avec de surcroît une plateforme plus large. Le châssis croisé et robuste de la Chevy, combiné à la suspension à ressort hélicoïdaux du break, permettait une conduite souple et confortable, mais ne permettait pas, sous risque d'avachissement, une charge utile élevée. C'était une voiture typique des années 50. La tenue de route laissait un peu à désirer dans les virages, mais elle était royale en ligne droite. Mais malgré sa plateforme de voiture, ce petit pick-up pouvait tout de même emporter pas mal de choses. Le prix de base de l'El Camino dépassait les 2500 $, soit 2700 €, mais des équipements comme les accoudoirs, la lumière intérieure ou même l'allume-cigare brillaient par leur absence. Cependant, quand on considérait la longue liste d'options luxueuses, on pouvait alors se fabriquer un vrai petit pick-up très classe. Et tout ça pour un peu plus de 3000 $ ou 3300 €.
Je crois que je n'ai compté pas plus de 10 pièces en plastique dans toute la voiture. Et ces dernières sont des petits disques cachant la crémaillère de glace, permettant de ne pas couper les panneaux de porte. Peut-être que grâce à sa ligne novatrice ou encore à sa gamme complète de motorisation allant du bon vieux et très fiable 6 cylindres 3 litres 8 Stove-Bolt au Super Thrust de 5 litres 7, bref, quelle qu'en soit la raison, l'El Camino 59 se vendit à plus de 22 000 unités dans sa première année, soit 8 000 de plus que le Ford Ranchero, même avec un prix plus élevé. Suite à ce succès, Chevrolet continua à commercialiser l'El Camino pour l'année 1960. Et dans cette deuxième année, il devint évident que lorsqu'il était question de ligne et de luxe, Chevrolet voyait l'El Camino plus comme une voiture que comme un pick-up. Le millésime 1960 pour ce véhicule à usage multiple produit par Chevrolet vit l'apparition de nombreuses modifications. Elle était à la fois plus longue et plus basse, des ailerons plus élancés et un avant plus conventionnel, mais cela restait toujours l'une des choses les plus surprenantes sur 4 roues. Elle surfait sur la vague du phénomène voiture pick-up, avec des ventes qui se chiffrèrent à 14 163 unités. Mais à cette période, l'Amérique entrait en récession. Détroit se lançait dans la mode des voitures compactes, les consommateurs cherchant à minimiser leur facture d'essence et le crédit de leur voiture. Chevrolet jeta un coup d'œil à l'El Camino qui, avec ses 1800 kg et son prix onéreux, voyait ses ventes dégringoler. Elle décida que ce n'était peut-être plus le bon moment d'être dans le business des pick-up sport. Du côté de chez Ford, on s'intéressait toujours à ce marché et on eut une meilleure idée. Avec Chevrolet hors jeu, du moins temporairement, Ford possédait une fois de plus à elle seule le marché du pick-up sport. Et ils avaient vraiment le véhicule du moment. De 1960 à 1964, les années furent riches en innovation, mais pauvres en termes de performance pour le Ford Ranchero. Avec l'accent mis sur le fait de proposer un pick-up plus petit et surtout moins coûteux à entretenir, les modèles haute performance ou à la finition luxueuse n'étaient plus de mise. Mais au moins, Ford restait présent sur le marché, et pendant que Chevrolet faisait autre chose, Ford vendit près de 80 000 Falcon Ranchero entre 1960 et 1963. Mais en 1964, les relations entre Chevrolet et son El Camino allaient encore faire parler la poudre. L'El Camino était de retour et tout comme en 1959, la voiture pick-up de Chevrolet était tout d'abord une voiture et seulement ensuite un pick-up. Avec pour base la Chevelle, la nouvelle El Camino s'élargissait, offrait un éventail de motorisation plus vaste et devenait plus luxueuse et confortable que le Falcon Ranchero. Cette El Camino possède pratiquement toutes les options d'usine disponibles à l'époque, comme la direction et les freins assistés, l'autoradio FM, la boîte 4 vitesses et le moteur 396 de 360 chevaux. Chevy a vendu près de 60 000 El Camino en 64 et 65, preuve d'un accueil pour le moins chaleureux de la clientèle. Mais une évolution des motorisations allait bouleverser le petit monde tranquille du paysage automobile américain. En effet, les pick-up allaient venir heurter de plein fouet les muscle cars. En 1966, l'El Camino 396 inaugura la nouvelle époque du muscle truck. Et en 1968, tous les équipements super sport de la Chevelle SS 396 furent installés sur l'El Camino. Ce véhicule à usage multiple était tout simplement devenu une muscle car à usage multiple. L'El Camino est différente. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime. J'ai toujours aimé les El Camino entre 64 et 67. Et celle de 66 est ma préférée. C'est simplement une voiture remarquable. Vraiment ma préférée. Pendant ce temps, chez Ford, l'ère du pick-up économique toucha officiellement à sa fin, lorsque Ford prit la Fairlane comme base du Ranchero 67. La Fairlane constituait une plateforme parfaite pour un petit pick-up Ford. Comme la Chevelle, elle avait du style, elle était grande et il y avait une foule d'options de luxe. Et comme pour la Chevelle, Ford mit le paquet pour faire de la Fairlane une muscle car et de renommée internationale. Et ce qui était bon pour la Fairlane était bon pour le Ranchero. Les Ranchero, que ce soit avec le petit mais puissant 289 ou le coupleux 390 avec ses 43 mètres kg, faisaient d'excellentes muscle cars ou muscle truck.
Les propriétaires ne perdaient pas de temps à transformer leur Ranchero en hot rod et montraient aux gens dans la rue que ces pick-up n'étaient pas uniquement faits pour transporter des charges. De plus, les propriétaires de pick-up sport Chevy découvraient que toutes les pièces hot rod du catalogue haute performance maison pouvaient changer leur pick-up en de véritables dragsters avec seulement un peu d'argent et quelques heures passées dans le garage. Mon El Camino Custom de 65 possède un moteur L79 de 5 litres 3. Il fait 350 chevaux et est équipé d'une boîte Muncie 4 vitesses et d'un pont arrière 12 boulons positraction. Il a un intérieur fait sur mesure en vinyle, un autoradio multiplex et une horloge au tableau de bord. J'ai totalement refait l'intérieur, totalement refait tout ce qu'il y avait sous le capot. J'ai installé la climatisation d'usine et j'ai totalement repeint le dessous et l'intérieur. En 1968, les pick-up Ford constituaient de sacrées concurrentes au sein même des muscle cars. Ford vendait toujours le modèle ordinaire et le modèle Deluxe et en 1969, le Ranchero GT atteint son apogée grâce au moteur Ford 428 Cobra Jet. Pourtant, personne ne pouvait perdre de vue le fait que derrière la lunette arrière, il y avait toujours une plateforme spacieuse de pick-up. Quoique luxueuse et puissante, c'était avant tout des véhicules utilitaires avant d'être des véhicules de loisirs. Elle fut conçue pour être un cheval de trait et Ford avait espéré qu'elle trouverait sa voie chez une clientèle acheteuse de sa toute première voiture. Ford a fait un tabac avec ça. Dans les années 70, le Ranchero et l'El Camino avançaient à grands pas, aussi bien côté cheval de trait que côté cheval de course. En 1970, dans le monde des muscle cars, il n'était question que de cylindrée et les pick-up haut de gamme étaient désormais devenus des muscle cars à part entière. Le Ford Ranchero était devenu un petit pick-up de grande classe au fil des années, mais on pouvait toujours y voir un mélange des trois éléments qui constituaient ce véhicule, particulièrement avec un modèle comme le Ranchero Squire. Ce véritable chef-d'œuvre était toujours un pick-up, mais avec la finition extérieure du Break Country Squire. Et un moteur 429 Cobra Jet de 370 chevaux sous le capot, c'était le loup déguisé en agneau. Le modèle 70 est probablement celui qui a le plus de panache et le mieux dessiné. On appuie sur le champignon et ça part. On s'éclate bien avec et quand on veut, on a de la puissance. Cette année-là, le Ranchero Squire s'est à peine mieux vendu que le modèle GT Sport, ce qui prouve que la pensée pick-up de luxe inhérente à Chevrolet avait finalement pénétré la philosophie Ford qui voyait son petit cheval de trait seulement comme un véhicule utilitaire et non de loisir. En même temps, Chevrolet continuait à travailler sur la puissance et le style de l'El Camino. Et lors de sa 3e année, le Super Sport était désormais devenu un vrai Thunder Truck. Le 70 SS était pourtant le plus souple et le plus luxueux des El Camino, mais son moteur 396 de 350 chevaux était largement assez puissant pour faire de ce pick-up un redoutable Street Fighter. Avec ses décorations SS constituées d'adhésifs matu vu, le capot à déflecteurs de ventilateur commandés par dépression et les roues spéciales Super Sport 14/7, les El Camino SS, étaient aussi attirantes que rapides, comme beaucoup de gens ont pu se rendre compte dans la rue. Parfois, il y a des conducteurs qui s'arrêtent à côté de vous et qui veulent faire la course. Ma femme n'aime pas ça, contrairement à moi. Elle dit que ça fait mauvais genre d'être obligé d'aller chercher un homme de 50 ans pour le sortir de prison à cause d'une banale course de voiture. Chevrolet a présenté son atout maître lorsqu'il fut question de centimètres cubes. Ce fut le gros 454. En 1970, ce moteur fut amélioré et installé dans la Chevelle SS afin de créer le Super LS6 de 450 chevaux. Et si vous ne le saviez pas, certains de ces moteurs se sont retrouvés dans des El Camino. En 1971, avec la chute des rapports volumétriques, les 454 des El Camino furent disponibles dans une version LS5, ne développant que 365 chevaux, mais n'en restait pas moins un véritable muscle truck.
Le Ranchero de Ford était encore en vente pour une année de plus, mais après 1971, la diminution des ventes et la pression grandissante anti-muscle car allaient mettre un terme à l'ère du muscle truck Ford, du moins pour quelques années. En 1972, la Chevy El Camino la plus rapide était toujours équipée du moteur 402, mais à cause d'un rapport volumétrique à la baisse et du carburant sans plomb, il ne développait plus que 240 chevaux. Pourtant, même s'il ne faisait plus trembler le sol comme le LS6, il restait assez puissant pour la plupart des gens qui continuaient à l'acheter pour les mêmes raisons que dans les années 50. On ne peut pas mettre à l'arrière 500 parpaings. Mais avant, je transportais ma moto. Et le week-end, j'allais à la décharge pour récupérer des déchets. Je l'utilisais comme un pick-up. C'était un luxe d'avoir ça, car on pouvait aussi l'utiliser comme véhicule de loisir. Aujourd'hui, les El Camino et les Ranchero restaurés sont de vrais rescapés. Ces muscle trucks que l'on voit dans les rues de nos jours ont non seulement survécu à l'ère des muscle cars qui fut assez dure, mais aussi en effectuant les mêmes tâches qu'un pick-up. Ceux que l'on voit encore aujourd'hui montrent à quel point on peut être attaché à ces bons vieux pick-up. Il commence même à obtenir le statut de pièce de collection. Et grâce aux efforts de notre club, nous espérons pouvoir répandre ce bonheur de posséder et de conduire un Ranchero. Il n'y a rien de comparable dans le reste du monde. Il devient très difficile ces jours-ci de trouver une El Camino d'origine non restaurée, car les gens ont changé le moteur ou les ont repeintes en changeant la couleur. Ils ont apporté énormément de modifications sur ces voitures au fil des années. Il est donc très difficile de trouver une El Camino d'origine. Il y a une véritable révolution dans les compétitions de pick-up et ce phénomène doit beaucoup à l'El Camino et au Ranchero. Des pick-up très spéciaux comme le Cyclone et le Typhoon de chez GM équipés d'un V6 turbocompressé ou d'autres encore sont les petits-enfants du Ranchero et de l'El Camino. Avec ces sportives nouvelles vagues, on peut voir que c'est la même idée qui a produit ces voitures pick-up. Et grâce à ceux qui les aiment, il reste encore quelques utilitaires sportifs originaux qui nous rappellent que le concept pick-up sport n'est pas vraiment une nouvelle idée. Donc la prochaine fois que vous voyez une El Camino ou un Ranchero et que vous vous demandez si c'est une voiture ou un pick-up, maintenant vous savez. La bonne réponse est... Je ne pense pas que quelqu'un le sache vraiment, je crois même que l'on s'en fout. Merci d'avoir regardé ce programme proposé par Moteur et souvenez-vous, ne les mettez pas à la casse, restaurez-les.